Il est temps d'aborder la première intervention de cet après-midi et non la moindre autour de ce thème. Faut-il avoir peur des fake news? Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment est-ce qu'on lutte contre leur diffusion et leur influence sur la vie démocratique? Pour y répondre, nous avons fait appel à une experte reconnue. Merci d'accueillir, comme il se doit, Divina Fromegts, qui est présidente de Savoir Devenir, professeure à l'Université Sorbonne Nouvelle, sociologue des médias, membre du groupe d'experts sur la désinformation de l'Union européenne, responsable de la chaire UNESCO Savoir Devenir à l'ère du développement numérique durable. Sous vos applaudissements, évidemment. On va commencer par une vidéo. Le dodo, Raphus cuculatus de son nom scientifique, symbole de l'île Maurice, a disparu depuis 300 ans. Mais le voici de retour sur l'île de la Réunion, filmé de nuit, dans une vidéo diffusée sur YouTube. Dommage! C'est un canular d'une ONG dont l'objectif final est de nous sensibiliser à la disparition de la biodiversité. Fake news, ou infox, sont les fausses informations diffusées et amplifiées sur les médias sociaux et reprises par les médias de masse. Elles vont de la blague potache à l'indémodable rumeur. À côté des canulars drôlatiques, les infox alimentent aussi les théories du complot, les campagnes de propagande et les sites de conspiration. Barack Obama, l'ancien président américain, appartiendrait au peuple souterrain des reptiliens en passe de prendre le contrôle de l'humanité. Les indices ? Ses yeux verts mobiles et sa longue langue de vipère. Les théories du complot sont séduisantes car elles nous donnent l'impression d'être plus malins que tout le monde. Comme les preuves qu'elles avancent sont difficiles à réfuter, le mieux est encore de semer le doute sur les sources de son interlocuteur. Peu importe que le contenu soit totalement truqué, c'est l'attention qui lui sera donnée qui compte. Être reconnu, avoir ses contenus retweetés ou repostés, c'est agréable. Mais réfléchir 30 secondes avant de cliquer, cela peut suffire à éviter le pire. Car au final, sous leur aspect inoffensif, les infox profitent à des individus ou des organisations mal intentionnées. L'infox, c'est vendeur, cela crée de l'audience, suscite des likes, fait cliquer et finit par rapporter très gros. Certains sites ne publient que des fake news pour attirer les internautes et gagner énormément d'argent en publicité. Mais le profit n'est pas le seul objectif. Des humains, aidés par des algorithmes dans des fermes à trolls, produisent à la chaîne et sans état d'âme de la fausse information avec pour objectif d'impacter le monde politique. Par exemple, à l'occasion des campagnes présidentielles. Cette cyberguerre polarise les opinions et déstabilise la démocratie avec des infox qu'il faut démasquer aussi vite qu'elles apparaissent. Si les infox remportent autant de succès, c'est qu'il y a souvent un fond de vérité. Restons vigilants et démêlons le vrai du faux. Profitons des outils de vérification et de signalement. Ils sont mis à notre disposition par les médias de masse et certains médias sociaux. Ayez les bons réflexes. Prenez de l'air. Voilà. On respire avec l'éducation aux médias et à l'information. C'est un peu le message qu'on va essayer de faire passer grâce à une vidéo faite avec l'INA et un financement du ministère de la Culture. C'est vous dire si le sujet est important pour nous tous. Et je profite de ce qu'on soit en tout petit comité de 500 personnes pour faire un petit quiz avec vous, si vous le voulez bien. Combien d'entre vous ont rencontré des fake news ? Oula, 100%, d'accord. Combien d'entre vous ont amplifié des fake news? Allez, dénoncez-vous, histoire quand même que... Oh, le premier rang en plus. Quant. Attention, vous êtes filmés. Combien d'entre vous sont des trolls? Le fond de la salle. Pourquoi ne suis-je pas étonnée? Combien d'entre vous se diraient influenceurs? Ok, là, il y a du travail à faire. Il y a quand même des écoles, là. Il faut quand même aller voir à la fin, Artsup, etc. Voilà, ils sont là-bas, ils vont vous former. Ok. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance de ce dont je vais vous parler maintenant, qui est cette réalité des fake news et puis des retombées que nous devons en attendre. Si ça veut bien avancer, parce qu'évidemment... Je vise la régie, je vise toujours la régie. Ça le fait pas.
Je suis un peu loin. Bien. En tout cas, la question des fake news, telle qu'on la présente dans cette vidéo, qui est juste une petite pastille, qui sert un peu de teaser, hein, évidemment, nous, on l'accompagne de tout un discours, de tout un ensemble de recherches hein, qui permettent aux enseignants, aux décideurs hein, de s'en emparer à leur niveau, à leur manière. Hein. Donc, on peut découper cette petite vidéo de 2 minutes en tranches de 10 secondes, derrière laquelle il y a toute une séance de cours, hein, ça je parle pour les enseignants, hein, ou on peut la regarder de manière grand public. Alors voyons si ça défile. On va devoir se le faire manuellement, hein, monsieur l'ingénieur. Hein. Oui, vous y allez? Ah, voilà. Donc, sur la question des fake news, un des gros problèmes que nous avons tous, hein, y compris les chercheurs, c'est de dire ce que c'est. Parce qu'en fait, c'est un mélange de plein de choses qui ont toujours existé, la rumeur, le canular, hein, des choses un peu plus graves qui ont toujours existé, hein, le conspirationnisme, la propagande. Et arrive cette chose bizarre hein, qu'on appelle une infox. C'est la langue française qui le veut, hein, beaucoup de gens emploient encore le mot fake news, hein, qui en fait regroupe à certains moments un peu de la rumeur, un peu du canular, un peu de la propagande. C'est ce qu'on appelle un mot valise, parce que on peut y mettre toutes sortes de choses. Alors la définition qu'on en a au niveau de l'Europe, c'est que c'est un risque de danger à l'info. Oui. C'était prévu à l'avance, hein, je vous promets. C'est un risque donc pour l'info, mais c'est surtout la nouveauté, et c'est pourquoi je vous ai quizzé tout à l'heure. Hein, la nouveauté, c'est que vous faites partie du problème. Vous voyez, quand vous trollez, quand vous amplifiez une information sans l'avoir vérifiée, vous contribuez à la fake news. Hein, et ça, c'est nouveau par rapport à avant, où on était plutôt en réception passive. Hein, les audiences sont actives. Hein, voilà. Et moi, j'ai un autre mot, malinformation. Parce que pour moi, ça va plus loin que simplement hein, la propagation d'une fausse nouvelle. Il y a quelque chose d'assez pernicieux pour la démocratie qui se passe, hein, qui est cette idée de malveillance humaine couplée à de la malfaçon industrielle très facile à faire et pas chère à faire, hein, accompagnée en plus d'intelligence artificielle qui est l'avenir de la fake news. Hein. Donc, nous ne sommes qu'au début d'un phénomène. Voilà, ça c'est pour vous mettre à tous un peu la pétoche. Hein. Faut-il avoir peur des fake news? Vous voyez que je commence à y répondre. On peut continuer à avancer? Voilà, donc le terme en France, on l'a mis dans le projet de loi. Celui qui est le plus connu, c'est celui proposé par la conseillère de Trump. Hein. C'est un fait alternatif, ce qui met en cause toutes nos questions sur la réalité, sur la vérité. Hein. On peut voir la vérité alternativement. Par exemple, si on prenait une photo de cette salle hein, et que je cadre juste sur le premier rang, je pourrais dire il n'y a pratiquement personne à cette conférence. C'est moi qui ai décidé que... Voilà. Okay, donc, on est vraiment devant quelque chose de très facile et très compliqué à la fois. Et là, c'est là où nous essayons avec Savoir Devenir hein, de proposer des solutions et déjà des moyens de comprendre de manière assez synthétique. Là, je vous synthétise environ 30 000 pages de recherche. Oui, il faut quand même que je justifie mon statut de prof de fac hein, pour la société civile. Hein. En gros, c'est ça qu'on peut dire en ce moment sur comment se définit l'univers de la fake news. Hein. Il vaut mieux voir ça du côté des acteurs. Qui est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui est motivé à créer de la fake news? Hein? Pour quelle motivation? Et après, quel type de fake news, quel format est adopté? Hein? Alors, ben, ça ne vous étonnera pas. Le premier secteur en cause, c'est les médias eux-mêmes. Les médias de masse, comme les médias sociaux, ils se nourrissent l'un l'autre de fake news, hein, parce qu'ils font la concurrence, parce qu'ils veulent générer du trafic, parce qu'ils ont de la publicité, hein, et que la publicité génère du profit, etc. Et donc, on a, surtout aux États-Unis, un business de la fake news qui se porte très bien. On peut gagner entre 5 000 à 10 000 $ par mois. Je vous le signale, hein, ceux d'entre vous qui veulent voyager aux États-Unis, c'est une bonne raison hein, d'y aller. On peut faire un business, c'est moins porteur en France, on a moins de millions de gens qui vous suivent, hein, donc on gagne un peu moins. L'autre secteur qui ne vous étonnera pas, bien sûr, parce que la démocratie, c'est aussi la politique, hein, c'est le type de personnes hein, et de groupes qui peuvent être impliqués.
Alors, les partis politiques, on s'y attend, oui. Les États voyous, des États extérieurs qui font de l'ingérence, on s'y attend moins en temps de paix. Et un des problèmes de la fake news, c'est que c'est de la propagande et c'est de l'agression, c'est de l'ingérence en temps de paix. On parle de cyberguerre, on parle de menaces hybrides. Les menaces hybrides, selon l'OTAN, ce sont ces actions coordonnées qui combinent à la fois de la fausse information et des actions sur le terrain, en Ukraine, au hasard, par exemple. Et puis, il y a nous, la société civile, je m'y mets aussi en tant que chercheur, je peux cliquer des fois plus vite que je ne pense. Et là, nos motivations sont un peu différentes, elles sont plus individuelles, c'est la reconnaissance, c'est la réputation, voilà. Et nous, on est sur des choses un peu plus légères, c'est quelque chose qui fait rire, qui va faire rire notre communauté, mais qui peut être détourné et qui est prise au premier degré, et à ce moment-là, ça peut faire des dégâts. Donc on est dans cet univers-là, et vous voyez que tout d'un coup, la fake news peut avoir tous ces éléments, de l'extrémisme au complotisme, au rire. Faire rire et faire peur. Et quand on voit ce que la recherche montre, elle montre qu'on peut se mettre sur deux axes. Un axe publicité et propagande, vous l'avez bien vu tout à l'heure, mais sur l'influence et sur l'impact dans la population, ce qu'on voit en politique, c'est que ça donne une polarisation du public. Les gens qui prennent des positions aux deux extrêmes, plutôt que d'essayer de trouver des points de rencontre au milieu, voire, et c'est quand même ça qui est inquiétant, y compris dans nos régions, des problèmes de radicalisation, où tout d'un coup la fake news fait partie d'un arsenal qui fait que les gens passent à l'acte. Voilà, donc on a une proximité là entre la fake news, la désinformation, et ce qui s'appelle le discours de haine, y compris le discours de haine qui fait passer à l'action. Attention, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont concernés, mais bien sûr, c'est toujours spectaculaire, et ça fait toujours peur. Qu'une seule personne meure à cause d'un mouvement extrémiste ou radical, c'est déjà en soi un scandale. Mais c'est à peu près comme ça qu'on peut se le représenter de manière synthétique. Et ça rejoint dans notre monde mondialisé, dans notre vision mondialisée, les propos de Zygmunt Bauman, qui parle de modernité liquide, de peur liquide, une sorte d'incertitude dans laquelle on est, des choses qui changent très vite, et donc qui nous rendent insécures par rapport à l'avenir, par rapport à notre devenir. Et donc on est dans des craintes qui vont être nourries par la fake news, tout le côté révélation, secret, qui mène le doute sur nos institutions, sur nos médias et sur les faits. Alors les stratégies de désinformation, on en a repéré 3, nous, dans nos actions de formation, qu'on va passer assez vite, qui toutes se basent sur le fait que l'information n'est plus ce qu'elle était. On n'est plus simplement sur les médias et sur l'actu. On est sur beaucoup de documents en ligne, il y a des profs doc dans la salle, je suis sûre, et tous ces documents peuvent être modifiés et truqués, parce qu'ils fonctionnent sur la base de 0 et de 1, et sur des données qui sont récoltées quand ces documents et ces médias circulent. Donc on a vraiment ces 3 univers de l'information qui sont en convergence et qui permettent de comprendre la conflagration qu'est la fake news. Et tous les médias se nourrissent, les médias de masse comme les médias sociaux, s'envoient des commentaires, des posts, des reposts, qui sont repris après, ensuite, comme des actualités qu'on gonfle, qu'on explique, etc., etc. Et on est donc dans un gros échange de data qui sert beaucoup les plateformes, mais qui sert aussi un certain nombre d'instances pas très démocratiques. Slide, s'il vous plaît. Et on peut résumer le mécanisme de la fake news sous 3 formes. La publicité avec les influenceurs, il y en a dans la salle, vous vous êtes dénoncé tout à l'heure. Ensuite, tout ce qui est les trolls, il y en a dans la salle, ils se sont dénoncés tout à l'heure. Et les robots, il n'y en a pas dans la salle. Bon, ça c'est rassurant, mais vous pouvez sans doute en utiliser. Et en tout cas, on a vu utiliser un des mèmes extrêmement célèbres, le plus célèbre étant celui de Pépé la grenouille, qui est aussi devenu Pépé Le Pen à un moment donné. Mais on a vu aussi, bien sûr, un certain nombre de trolls et de fermes de trolls du côté de Saint-Pétersbourg qui ont
influencer des campagnes et créer des scandales comme le scandale de Cambridge Analytica ou le scandale de IRA versus États-Unis, c'est-à-dire cette instance russe implantée aux États-Unis qui pendant 2 ans et demi a influencé la campagne américaine. Voilà. Et donc qui inquiète évidemment tous les pays démocratiques qui sont fondés sur le vote. Dès que l'intégrité de l'élection, l'intégrité du vote fait conjonction avec des menaces à l'intégrité de l'information, on est dans un risque démocratique réel. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les mécanismes. Dieu merci, après un premier temps de surprise, on a tous été surpris, que ce soit l'armée, que ce soit les services de contre-espionnage, que ce soit les hommes et les femmes politiques. On a tous été surpris par la fake news. On a commencé assez vite à mettre en place des stratégies de lutte contre la désinformation. Et ces stratégies sont en fait de très bonnes nouvelles, parce qu'elles nous ont permis à tous, je crois, de comprendre vraiment ce que c'est que le numérique dans le vécu, et pas simplement dans ça ferait bien d'être quelqu'un qui sait faire du code ou de l'informatique. Le code et l'informatique, quand on ne voit pas les retombées dans la vie réelle, quand on ne voit pas comment ça nous impacte dans notre quotidien, dans notre façon de penser, dans notre façon de voter, ça reste très abstrait. Donc il y a une espèce d'effet d'aubaine pour moi, en tant que chercheur et en tant qu'activiste, un effet d'aubaine de la fake news, de dire, enfin, quand je parle de données, c'est pas si abstrait que ça. Enfin, quand je dis ça peut nous influencer de manière indirecte, c'est pas si abstrait que ça. Et c'est ce que ça permet de faire, la réflexion que je viens de partager avec vous sur les fake news, et de passer aussi à des solutions où on peut être une partie de la solution nous-mêmes. Donc, les stratégies de lutte, évidemment, c'est très rassurant, elles sont nombreuses, à commencer par les médias eux-mêmes. Vous vous souvenez, c'était les premiers à faire partie de la liste des causes de fake news. Slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est sur 3 grands axes de solutions en démocratie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est interdit, et vous le savez. Ça a sauté. C'est la censure. En démocratie, on a vraiment ce problème qu'on ne peut pas censurer. Donc, il faut bien qu'on trouve des solutions autour de la censure. Alors, d'abord, évidemment, en démocratie, là, je vous donne toutes les solutions. On passe, d'abord, on met la responsabilité sur ceux qui sont à la cause du problème, les médias. Et c'est vrai que les médias sociaux n'ont jamais mis en place des systèmes d'autorégulation. Les médias normaux, oui, ils ont des conseils de presse, des choses comme ça. Ils vérifient, ils ont des codes d'éthique, ils ont une rédaction, etc. Les médias sociaux, il a fallu qu'ils trouvent leurs solutions. Il a fallu qu'ils filtrent, qu'ils purgent, qu'ils démonétisent, qu'ils rendent des comptes et qu'ils se montrent loyaux, c'est-à-dire qu'ils soient transparents par rapport à leurs procédures. Ce n'était pas du tout dans leurs habitudes. Donc, la fake news a fait transformer les médias sociaux et les a mis davantage en phase avec les procédés démocratiques. Il y a aussi, bien sûr, les États qui peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent légiférer, ils peuvent asphyxier, ils peuvent interdire un certain nombre de choses, notamment le ciblage par la publicité. Ils peuvent former des cadres, ils peuvent protéger et produire du contre-récit. Et évidemment, l'éducation, qui pour nous ici est centrale, mais qui circule évidemment dans tous les autres éléments, elle sert à mobiliser, à sensibiliser, mais aussi à surveiller et à savoir se défendre, à créer de la résilience, de la résistance au sein même de nos groupes. Voilà, donc je vais vous rentrer un petit peu dans le détail de tout ce que je vous ai résumé là. Si vous voulez bien continuer. Slide. Voilà, donc a émergé une nouvelle profession avec la fake news, ce qu'on a appelé la vérification d'information, les vérificateurs de l'information, les fact-checkers, voilà, ceux qui vérifient les faits. Ça a toujours existé. Mais les fact-checkers nous ont rappelé quelque chose d'essentiel pour savoir être et pour savoir devenir. C'est la façon dont on pense. Pas simplement donner les résultats, montrer le processus par lequel on est arrivé à l'information, par lequel on a créé les faits. Donc les fact-checkers font cela. Les gens comme nous en éducation aux médias ou qui développent des jeux sérieux, etc., on fait la même chose. On montre aussi comment il faut réfléchir au processus. Et c'est ça qui fait que les gens s'autonomisent. Ils ont en main les clés eux-mêmes pour former de l'information, pour comprendre la désinformation, et du coup,
réfléchir 30 secondes avant de cliquer. Donc voilà, donc les fact-checkers, on en a beaucoup, on est très riche en France. Vous avez sans doute dû rencontrer ou Oxbuster, ou les décodeurs, ou Check News. Voilà, ils sont tous là, l'AFP avec Factuel, qui est un de nos partenaires. Voilà. On en a d'autres, tout ça c'est pour vous rassurer. Donc on produit du contre-discours, on produit du fact-checking. On a toute une sélection de sites, par exemple pour ceux qui adorent le complotisme, c'est très drôle le complotisme, je vous conseille d'aller voir Conspiracy Watch quand même, parce que ça dépasse juste Obama et les Illuminati. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et très amusantes, ça peut être drôle la fake news. Le décodex donc, du monde, qui permet de bien comprendre comment se déplacent les communautés en ligne, je vous invite à y aller aussi. Les médias sociaux ont dû s'y mettre, parce qu'on les a menacés. On leur a dit, comment ça, vous êtes devenus notre nouvel espace public, tout le monde s'exprime et vous laissez faire tout et n'importe quoi, vous êtes un danger pour la démocratie. Ils l'ont assez mal pris, donc ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Ils financent des initiatives, comme par exemple la Digital News Initiative de Google. Ils éduquent aux médias. Je mets ça entre guillemets parce que quand les médias sociaux éduquent aux médias, ils éduquent surtout à aller sur Facebook ou Google. Ouais. C'est leur façon à eux de voir les choses. Et surtout, ils font beaucoup de nettoyage. Et là aussi, j'ai mis des guillemets parce que, mine de rien, un nettoyage, là, ça peut se remplacer par censure. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a demandé aux médias sociaux de censurer le net. Est-ce démocratique? Pas évident. Mais en tout cas, ils suppriment des contenus, ils suppriment des comptes, ils bloquent des comptes et ils enlèvent des financements aux comptes. Quand des comptes font trop d'argent à partir de fake news, tout à l'heure je vous disais, allez aux États-Unis, monter votre boîte de fake, ça devient risqué de nos jours, parce qu'ils sont en train de démonétiser ça, de payer moins. Mais là aussi, on a toutes sortes d'outils. La technologie vient en aide à la technologie, avec plein d'extensions sur les navigateurs, comme InVid, comme Revaille, qui permettent de vérifier de l'information et vous mettre ces outils à disposition gratuitement. Et on peut même aller vers l'IA, et on peut avoir des startups. Alors la Cocorico, c'est une start-up française, on a déjà mentionné plusieurs start-up aujourd'hui. La France se met vraiment en ordre de bataille, comme Storyzy, qui récolte toute une série d'informations, et notamment signale aux entreprises qu'elles mettent des pubs sur des sites pas très nets. Voilà. Et donc, c'est attention à la marque, attention au branding. Et en période d'élection, Facebook comme Google travaillent avec les États. Il y a 2 projets, Freight Exchange Platform et Project Shield, où vraiment il y a un suivi en période d'élection qui est fait pour s'assurer qu'il n'y a plus d'intervention, le moins d'intervention possible de l'étranger. Voilà, donc ça c'est pour rassurer les élus dans la salle. La régulation, là c'est pour les élus aussi bien sûr. On a toujours eu une loi en France depuis 1881, qui a dénoncé les fake news, vous voyez, comme troublant la paix publique. Ça, c'est le vocabulaire d'il y a 2 siècles. Mais bon, on est à peu près dans la même infrastructure maintenant. Et on a des frais d'amende, on a des choses qui relèvent de l'effort de guerre aussi, donc d'une perception qu'on peut être en temps de guerre, même en temps de paix. Et on a quand même passé 2 lois très récemment, vous avez dû entendre parler de cette chose-là, 2 lois, une organique et une autre ordinaire, pour lutter contre la manipulation de l'information. Et elle, c'est une mise à jour en quelque sorte dans le numérique de la première loi sur la presse. Elle donne des pouvoirs au CSA de suspendre médias. Quand il y a, vous voyez, le côté menace hybride, l'idée qu'il peut y avoir une intervention étrangère d'un pays pas très démocratique, ne suivez pas mon regard, on peut suspendre RT Russia, au hasard. On peut obliger les plateformes, du coup, à être transparentes sur qui est derrière les pubs, et les pubs politiques. Voilà. Et elles ont été obligées de le faire pendant les élections européennes. Il y a une procédure de référé pour les juges, et il y a un devoir de loyauté. Elles doivent, elles aussi, signaler et être attentives et responsables. Voilà. Donc ça, c'est un peu
la nouveauté, mais en face, c'est-à-dire au pays des plateformes, il n'y a pas de loi. Enfin, plutôt, il y a un amendement qui dit « le Congrès ne fera jamais de loi ». Et c'est là, derrière cela que se réfugient Google, Facebook, etc. Quand la France, quand l'Europe disent « mais attention, mais ingérence, mais… » etc. Donc on est dans un débat entre pays démocratiques sur jusqu'où va la liberté d'expression et d'opinion et qu'est-ce qui fait que on peut dire, tout dire, pas tout dire. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, nous sommes dans une configuration où le discours de haine est illégitime et illégal, alors qu'aux États-Unis, il est possible et légal. Donc là, il y a beaucoup d'échanges entre les cultures qui sont, à mon avis, extrêmement intéressants, qui font bouger les lignes, mais qui vous expliquent aussi les tensions et les réticences avec nos amis américains. Le cadre européen, là c'est la bonne nouvelle, a toute une série de directives, vous savez qu'en Europe on ne parle pas de loi mais on parle de directives, qui convergent. C'est rare. Il faut le noter, c'est vraiment important. La directive européenne sur le commerce, elle est prête à faire payer les plateformes. C'est elle qui fiscalise. C'est elle qui dit qu'il faut que Google, Facebook laissent 5-6% de leurs revenus dans nos pays. Déjà, là, ça assèche un peu la publicité, vous voyez. La directive des services des médias audiovisuels, c'est elle qui a mis en place la loyauté, l'obligation de loyauté des plateformes. Il faut qu'elle soit transparente sur la publicité, etc. C'est elle aussi qui a rendu l'éducation aux médias obligatoire pour les États, avec obligation de faire des rapports tous les 2 ou 3 ans. Donc, tout ce qu'on fait là en ce moment, sachez que ça va faire partie d'un rapport. La directive des droits d'auteur, elle protège du côté des contenus illicites. La directive sur la sécurité de l'information, je ne vous raconte pas, tout ce qui est la cybermenace, le signalement, et le RGPD sur la vie privée, mais ça, on va vous en parler tout à l'heure, un peu plus. Donc, on est dans un environnement, en ce moment, qui tend à nous protéger ou qui tend à réagir, à répondre à la fake news. Et il y a carrément un plan d'action contre la désinformation. Et vous les voyez, ils sont tous là. Le commissaire à l'économie, le commissaire à la sécurité, à la consommation, au marché unique, etc. etc. Donc, on est en marche en tant qu'État et Union. Voilà. Ça, c'est du côté des élus. Et tout ça, évidemment, ça a des retombées au niveau local. Si vous souhaitez vous en emparer. L'éducation n'est pas en reste, puisque au ministère de la Culture, on a carrément mis en place un projet qui s'appelle EMIL, le LE pour liberté d'expression, dans lequel on parle d'esprit critique, de la maîtrise des codes et des valeurs. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus caractéristique de nous, les Français, dans notre approche de l'éducation aux médias et à l'information, c'est qu'on n'est pas juste sur les outils et les opérations. On est aussi sur un certain nombre de valeurs, de droits de l'homme, dont évidemment, pour nous, à savoir devenir la liberté d'expression, la vie privée, la dignité de la personne, la sûreté, la participation et l'éducation. Et à partir de là, on peut avoir une vision avec laquelle on avance ensemble. Et on a tout un écosystème qui s'est créé autour de l'éducation aux médias et à l'information, qui de plus en plus inclut le numérique, Dieu merci, la presse, dont la presse jeunesse, tous les acteurs du public, les DRAC y compris, les régions, les ministères de différentes sortes, et les acteurs associatifs de la société civile, que ce soit des collectifs comme Educnum, des associations comme la Ligue. Donc on est dans un univers extrêmement riche, peut-être un peu fragmenté, mais qui permet à divers acteurs de venir et d'apporter leur vision de l'éducation aux médias et du numérique. Et donc, plus c'est libre et plus c'est pluraliste, plus c'est enrichissant. Mais ça ne s'improvise pas. De dire que, comme Facebook, on fait l'éducation aux médias, pour nous, c'est très problématique parce que ça ne s'improvise pas. Ça ne tient pas compte des valeurs. Vous ne le voyez pas parce que il y a les petits fauteuils rouges là, mais en bas, il y a les valeurs. Liberté d'expression, participation. Et pour nous, tout ce qui relève de la désinformation, c'est l'esprit critique et la citoyenneté qui sont convoqués avec des compétences très précises. Comment réagir au désordre de l'information? Comment avoir un répertoire de réponses pour combattre? Comment se protéger? Et surtout, positivons, comment promouvoir une présence positive, une présence où il y a de la bonne information, de l'information qui diffuse du bien-être. Voilà, donc ça s'apprend et ça se forme.
et ça fait partie de l'éducation fondamentalement. Et puis, il y a un nouvel acteur ou une nouvelle façon d'agir, me semble-t-il, qui concerne les régions, qui concerne les villes, qui concerne les municipalités, dont vous, par exemple, ici, on va dire les conseils départementaux de Haute-Garonne au hasard, vous le faites sans savoir que vous le faites, mais Sicoval, mais tous les partenaires autour. C'est cette instance, justement, ce qu'on est en train de vivre ici, qui vous semble peut-être banal, mais qui n'est pas si évident que ça, c'est-à-dire de mettre des acteurs de différents secteurs ensemble, de les faire parler ensemble, de les faire se mobiliser et utiliser des ressources en les capitalisant, en les partageant. Voilà. La vidéo que vous avez vue au début, on l'a fait avec l'INA et le ministère de la Culture. On va la verser à Freya et à Sicoval. Le jeu vidéo Freya, il a été développé ici. On va le verser au national. Donc, une circulation comme ça qui fait que on est dans un partage et donc dans ce que j'appelle une forme de co-régulation et de réintermédiation. On remet des intermédiaires, on ne laisse pas les jeunes, ou les adultes d'ailleurs, seuls face à la désinformation, démunis. Non, ensemble, nous ne sommes pas démunis. Et c'est le but pour moi, et c'est ce qui m'excite beaucoup en venant ici, en voyant le nombre que vous êtes et l'intérêt que vous avez et les différentes générations qui sortent dans la salle, c'est de se dire, on est en marche dans ce mouvement-là, ce mouvement multi-acteur, où on a tous des choses à se dire, on peut s'écouter, on peut se partager un certain nombre de choses. Et donc, je vous reprends mon tableau des solutions, mais en bas, je vous ai mis régulation, co-régulation. Et vous voyez là, les acteurs, tous. On est tous là, en bas. Et nous, on peut promouvoir, on peut contenir, on peut évaluer, on peut mettre en place des mécanismes où on s'entraide, des partenariats, des budgets différents, des personnalités, des entités différentes et des outils. On n'est pas contre les outils, mais les outils font partie d'une logique, d'une vision. Et il faut bien reconnaître, les GAFAM, l'opposition aux GAFAM commence à s'organiser. Il y a l'Open Internet Project, dans lequel il y a Quant, par exemple, où on va contrecarrer la position dominante et aller vers une offre plus respectueuse de la convergence européenne. Vous l'avez vu, cette convergence. On est vraiment en train d'y travailler du côté des plateformes. Pareil du côté des médias. Ils ont créé, là aussi, des unions. Qui aurait cru un jour que Le Figaro et Le Monde se mettraient côte à côte? Ben oui, c'est là, je n'ai pas inventé. Voilà, parce que l'idée, c'est de faire émerger des régies publicitaires au niveau européen, pour que Google et Facebook ne captent pas toute la manne publicitaire, comme ils sont en train de le faire en ce moment. Donc, on commence à mettre en place des réponses au niveau des médias. Pareil pour les médias publics. On a la chance en Europe d'avoir une plateforme de médias publics et ils sont en train de travailler ensemble pour combattre les fake news, pour proposer des catalogues de programmes européens de qualité et de demander à ce que ces informations soient trouvables en ligne dans les moteurs de recherche, y compris les moteurs de recherche américains. Donc on est vraiment dans cette logique-là de négociation. On reva vers eux, on ne les a pas censurés, mais on leur a dit maintenant, parlons ensemble, voyons nos valeurs, mettons ces valeurs ensemble. On a plusieurs objets, plusieurs projets, nous aussi à savoir devenir. Play Your Role, dont on parlera tout à l'heure, donc je le passe pour garder le suspense. Nouvelle slide, s'il vous plaît. Et le projet actuel que nous menons et qui montre bien cette convergence des acteurs, cette intermédiation qui revient, puisque c'est un projet qui a commencé avec l'AFP, donc média s'il en est, mais aussi un gros projet de recherche européen qui a développé un plugin que vous pouvez tous télécharger pour vérifier si vos informations vidéo ou visuelles sont vraies ou fausses. Eh bien, on a un projet européen maintenant financé par la DG Connect, qui est en charge de tout ce qui est de la fake news, pour développer quoi? Bien, des parcours pédagogiques, faire que cet outil professionnel utilisé par les journalistes puisse être utilisé dans les classes, mais aussi par vous, les trolls de la salle, les influenceurs et d'autres. Et
on les appelle les bêta-testeurs dans notre langage, et donc mis en œuvre avec aussi toutes sortes de séminaires, de conférences, de partage d'expériences, avec des tutoriels et d'autres ressources et des jeux. Voilà. Donc, on essaye, nous aussi, à notre petit niveau, de mettre cette réflexion, ces idées en collaboration et en contribution avec vous. Et c'est en partie l'enjeu de cette journée. Pour aller vers quoi? Bien, pour aller vers un certain bien-être numérique, ce que nous appelons le savoir-devenir. La journée d'aujourd'hui s'appelle savoir-être. Savoir-être, ça date de 1996, quand l'UNESCO a défini les 4 piliers de l'éducation. Savoir-être, savoir-faire, savoir-être ensemble et savoir-apprendre. 96, c'est la naissance d'Internet. Ceux qui ont pensé les choses à l'époque n'avaient pas inclus Internet. Maintenant, on a 26 ans d'Internet commercial. C'est pour ça qu'à savoir-devenir, on s'est senti autorisé à rajouter cette dimension de savoir-devenir, c'est-à-dire la capacité à se projeter avec le numérique, la capacité à se vivre en ligne en ayant la mise à jour de soi, en sachant réorienter ses choix. On introduit le jeu parce qu'en France, je sais que c'est compliqué d'introduire le jeu à l'école et dans la conception de soi-même. Mais pour nous, le jeu, c'est une façon de prendre des risques sans risque, d'essayer plein de choses, de voir les conséquences, sans que les conséquences aient des retombées dans la réalité. Mais du coup, ça nous apprend plein de choses. On peut modéliser, on peut expérimenter sur des situations. Et du coup, et là, on s'appuie sur un penseur indien comme Amartya Sen, qui disait « Nourrir les gens, leur donner à manger, etc. Oui, ça c'est bien, mais ça ne les rend pas autonomes. Quand les gens ont l'estime d'eux-mêmes, quand ils ont confiance en eux, à ce moment-là seulement, ils vont aller vers les autres et ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent contribuer et ils vont pouvoir s'engager. Et nous, c'est cette forme de l'engagement qu'on essaye d'avancer, un engagement empathique où la personne en entier se met dans la société et agit, interagit avec les autres de manière à grandir. Et je m'arrêterai là en vous remerciant.